Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale, mais pour l'instant place à l'info. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2020 et on débute avec ce coup de gueule d'un Guadeloupéen travaillant dans la zone de Jola à Lamentin. Ce dernier s'insurge contre la pollution incessante du site par des particuliers et les entreprises. Entre carcasses abandonnées, huile et hydrocarbures, la nature est malmenée. Il y avait quand même une petite opération de nettoyage ce matin, notamment curage d'un canal pour ne pas que certaines sociétés soient accusées de pollution. Regardez. J'estime que la zone industrielle, c'est une zone privée, oui, c'est un fait. Mais on est oublié. On a plein de trous dans la route. On a un dépôt d'hydrocarbures qui est juste à côté là, que vous allez pouvoir voir. On a une station d'épuration, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça déborde, ça empeste le matin et ça coule pendant la journée et la nuit. C'est inadmissible. Je trouve que même si c'est une zone privée, que le propriétaire de cette zone peut se rapprocher de la mairie du Lamentin, et faire le nécessaire parce que bon, je trouve que c'est inadmissible que lorsqu'il y a des problèmes comme ça, personne ne se mouille. Et je voulais remonter ce coup de gueule. On a relevé des hydrocarbures sur cette partie basse qu'on a vue. Donc on a fait un pompage ce matin, puisqu'en fait le canal il était bouché à ce niveau-là. Donc on a fait un pompage et là maintenant on nettoie le canal, ici là. Donc ça fait des années qu'il n'a pas été nettoyé, donc on fait un travail de curage. Je n'ai entendu aucune entreprise accuser qui que ce soit jusqu'à présent. Donc là, nous avons observé ça, notre métier premier est la dépollution. Donc nous avons pris l'initiative de dépolluer et de nettoyer le canal. Comme on l'a fait il y a quelques années déjà auparavant. Nous, ce qu'on a relevé, c'est beaucoup de vases. Et qui fait qu'il y a déjà un amas. On a retrouvé des détritus aussi, des roues de voiture. La dernière fois qu'on avait enlevé, on avait même trouvé une bouteille d'acétylène. Ah là là. Parlons maintenant du troisième jour de blocage du Sud-Basse-Terre par les salariés de la société Nicolin. La direction du groupe et la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente pour le paiement des 15 millions d'euros de dettes. L'entreprise de ramassage d'ordures exige des garanties solides pour le paiement de ses créances. On rappelle qu'elles ont essayé quand même de les recouvrer 11 fois par le biais des tribunaux et ça n'a pas abouti. En tout cas, là, la région Guadeloupe s'est portée volontaire comme appui financier, mais bon, le deal n'est pas encore fait. Regardez. Faire ce que vous voulez faire, laissez tout se passer. Je vous dis, on fait tout ce qui est sanitaire passé. Ok, c'est clair. D'accord, voilà. Et avec le président de la CSGC, nous avons travaillé sur un projet de protocole, puisque vous le savez, la dette de la CSGC vis-à-vis du groupe Nicolin est de 15 millions d'euros. Dette qui a été validée par 11 condamnations du tribunal administratif. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord sur effectivement un protocole, mais il reste à garantir le protocole. Et la seule garantie qui a été possible, c'est une garantie d'1 million d'euros de la région, qui est très éloignée finalement des 15 millions d'euros qu'aujourd'hui nous sommes en attente de recevoir. Hier soir, on a fait une proposition en partenariat avec l'État et la région Guadeloupe, puisque je rappelle depuis vendredi dernier, on s'était mis d'accord avec le directeur général du groupe Nicolin sur les modalités d'apurement de la dette, donc le paiement de 260 000 euros jusqu'à la fin de l'année. À partir de 2021, le paiement de la totalité des prestations qui sont réalisées au cours de l'année, ça représente environ 5 200 000 euros chaque année. Et à partir de 2022, en plus de ces prestations réalisées mensuellement, il convenait de commencer à apurer la dette. Donc on s'était mis d'accord là-dessus. Ce qui posait problème pour la signature du protocole, c'était simplement que Nicolin demande à ce que les paiements soient garantis. Et donc on a travaillé dessus depuis vendredi jusqu'à hier soir. Hier soir, on a fait une proposition à Nicolin, puisque la région a consenti à porter garante, en tout cas sur la partie des paiements, à hauteur d'1 million. Donc c'est-à-dire qu'en gros, les paiements, en tout cas les montants que la communauté ne pourrait pas payer pour les raisons X ou les raisons Y, ce serait la région Guadeloupe qui apporterait
dans les caisses de la communauté de manière à ce que ce soit reversé au groupe Nicolas. Je suis prêt à discuter, je suis dans la discussion, je souhaite surtout arriver à sortir de cette situation qui pose des problèmes d'un point de vue salubrité. J'aimerais que mes salariés reprennent le travail au plus tôt, mais les salariés, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'ils sont en attente du paiement d'une participation de 400 000 euros et que juridiquement parlant, tant que je n'ai pas de garantie, je ne peux pas leur la payer. Donc c'est une forme d'impasse. Et vu que les discussions sont toujours en cours, eh bien les salariés entendent poursuivre le mouvement de grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent un accord favorable. Donc il y a des risques de blocage dans le sud Basse-Terre encore demain. Les syndicats d'éducation, eux, s'interrogent sur la fiabilité des chiffres communiqués par les services de l'État en ce qui concerne les cas de contamination au Covid-19. Ils faisaient le point lors d'une conférence de presse ce matin. Le reportage. La problématique là, c'est que chaque fois qu'ils annoncent nous des chiffres, quelques jours après, ils ont fait un correctif. Donc, ils ont fait un lot de tapage sur les chiffres annoncés, mais ils n'ont pas fait tellement de tapage sur les chiffres qu'ils ont corrigés. Et correction a toujours plus haut. Depuis quelques jours, ils ont dit nous, le nombre de cas a diminué, mais il a diminué à tête petit peu, lentement. En réalité, comme les revoient ces chiffres-là, ils revoient à la hausse, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à diminuer en réalité. La réalité, là, c'est que c'est des clusters en cours d'études, mais l'étude a eu l'impression qu'il n'y a pas qu'à finir. Donc, nous savons qu'il y a des cas concrets, nous savons qu'il y a plus de monde qui ont dit nous qui est malade, qu'il y a plus de professeurs aussi et personnel à l'éducation qui est malade. Nous savons qu'il y a un didan rectoral là même, ni en cluster qui déclaré, et ils ont essayé de porter en œuvre pour essayer de camoufler ça, essayer de voir qui j'ai géré ça. Mais à un moment là, il a géré là, il faut dire que les virus là a diffusé, il a parti. Donc même là, il a dit nous qui sommes des clusters, nous craignons quand même pour une propagation globale. Et c'est ça, c'est pour ça que nous avons dit population là, restez vigilants, restez véatifs, parce que ça, il a dit nous aujourd'hui là, vérité aujourd'hui là, pas vérité demain. Par exemple, la semaine du 4 au 11, l'ARS a déclaré 15 morts, pas ni 15 morts, ni 23 morts. Et c'est eux-mêmes qui déclarent à Paris. Et pourquoi ils ont minimiser les chiffres? Eh bien, c'est simplement parce que si ils tiennent compte de chiffres là, tenant compte de déclarations à Castex et à Macron, ils sont obligés de monter d'un cran en Guadeloupe, c'est-à-dire confinement, couvre-feu et fermer les centres commerciaux. Et là, on peut manier l'argent à ces boucles-là. Et comme il ne faut pas manier l'argent à ces boucles-là, eh bien, on peut minimiser les chiffres de façon à ce que faire Guadeloupéens comprendre que continuer à faire les gestes barrières, ça ira, on tient le coup et pendant 6 temps, on mort. Préserver l'argent à eux avant vie en nous. Et c'est ça qui guide l'action à eux. C'est pour ça que qu'on y est là, ils sont gênés, ils ne savent pas pour dire. Parce que nous, ça l'est écrit aussi. Et donc, ils ont sacrifié la population guadeloupéenne là au profit de l'argent à centre commercial et l'argent à business à eux. Compte tenu de la situation sanitaire en Guadeloupe, nous ne pouvons pas rester là qu'à attendre. Et nous tenons une administration qui a falsifié des chiffres, qui a couillonné des gens si gravité à la situation là. Ce qui fait, et tout simplement, pour ne pas mettre en place un plan sanitaire digne de ce nom en Guadeloupe. C'est ça que nous avons dénoncé. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait minimiser les chiffres, le gouvernement n'a pas qu'à voir l'utilité de mettre véritablement les moyens pour protéger les Guadeloupéens. Et c'est le premier point qui a rallié nous la aujourd'hui là, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de la population, mais également au niveau de l'éducation, où à plusieurs reprises, nous-mêmes au niveau à l'UNSA, à plusieurs reprises, nous faisons nous annoncer, nous dénoncer politique rectrice là à si situation là ça en politique où il y a fait une sorte de déni de la réalité et ça qui a fait que moun ka contaminé entre eux. Un reportage signé Michel Depape. Et nous sommes à 41 morts sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année. Après un week-end particulièrement meurtrier, la préfecture a donc ordonné un renforcement des contrôles, respect des priorités, alcoolémie, conduite sous l'emprise de stupéfiants ou bien tout simplement savoir si vous êtes en possession des documents qui vous seront demandés. Eh bien, ils ont tout inspecté hier. Regardez.
C'est une opération de sensibilisation et surtout de rappel à la prudence. Vous avez vu les 2 accidents dramatiques et mortels de ce week-end, ou avec des blessures graves. Et il est important de rappeler aux conducteurs guadeloupéens que la route doit être utilisée avec prudence, comme on le voit cet après-midi, où les gens, à notre vue bien évidemment, respectent le code de la route. On l'a choisi aussi symboliquement, on aurait pu le faire sur d'autres points de Guadeloupe accidentogènes, mais les 2 accidents dramatiques de ce week-end nous ont porté aussi à faire de la pédagogie et à rappeler à tout le monde que la N1 est une belle voie qui permet d'accueillir de nombreux flux de véhicules, mais qui peut être dangereux si on ne respecte pas les priorités, et ce qui a été le cas ce week-end. On est quasiment à 4 points de contrôle avec la voiture banalisée, qui est là aussi pour les vitesses ou des dépassements excessifs. Et sinon, les 3 autres postes sont là aussi pour contrôler les titres de circulation, bien évidemment, et les éventuelles addictions, que ce soit l'alcool ou la drogue. Et puis d'une manière générale, les 18 gendarmes qui sont étirés là sur plusieurs kilomètres sont là pour voir aussi les différents comportements. Allez-y, je vous le tiens, allez-y. Encore, c'est bon, merci monsieur. Même s'il n'y a pas d'accident, pour moi c'est logique. Donc c'est un travail qu'ils font, donc c'est pour le bien de chacun. Et ça ne vous dérange pas de vous faire contrôler comme ça de temps en temps? Non, pas du tout. Ben, ça prouve que bon, les autres ils vont s'arranger pour se mettre dans l'ordre. Vous savez que vous n'aviez rien à vous reprocher? Voilà, tout à fait. Comme je dis, c'est aussi d'accompagner le conducteur ou la conductrice. Il n'y a pas que le volet répressif, c'est de rappeler que chacun autour de son volant a la solution. Et c'est pas que le gendarme par son côté préventif ou répressif, c'est que chaque conducteur pourrait être acteur de sa sécurité routière. Pour le moment, cela se passe très bien. Nous n'avons pas relevé d'infractions graves et génératrices d'accidents. C'est-à-dire que là, nous avons relevé sur ce poste actuellement juste des plaques d'immatriculation non conformes et un défaut de ceinture de sécurité, mais pour le moment tout va très bien. Le but pour nous, en tant que gendarmes et gendarmes motocyclistes, c'est de voir le moins de morts sur les routes. C'est la priorité de notre fonction. On continuera en milieu de semaine et en fin de semaine, et on prépare le week-end de la Toussaint, qui est aussi souvent synonyme de mouvement entre Grande Terre et Basse Terre, et donc on sera là aussi pour accompagner les usagers de la route. Les images signées Stanley Manicor. Petit focus maintenant sur Jérémy Lozier, un jeune coiffeur qui a décidé de s'installer dans sa ville, en l'occurrence Anse-Bertrand. Un pari osé pour cet ex-pensionnaire de l'Université régionale des métiers, élu meilleur barbeur de l'établissement. Mais peu informé sur les aides disponibles, il a financé son salon sur fonds propres. Une petite erreur stratégique que la Chambre des métiers veut éviter à ses mandants en les mettant à jour assez régulièrement. En tout cas, pas de quoi démonter ce jeune passionné qui, après 1 an seulement d'activité, se dit prêt à accueillir des apprentis malgré la période difficile liée au Covid. Le reportage de Stanley Manicor. Quelque chose que j'aime depuis petit, donc je me suis toujours intéressé à la coiffure. Et quand j'ai pu, je me suis perfectionné et j'ai été apprendre la coiffure à l'URMA. On a quand même des appréhensions, on se demande de ce qu'on sera capable, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est mes parents qui m'ont beaucoup poussé et je me suis lancé et je ne regrette pas aujourd'hui. Ce petit jeune a eu le premier prix de l'UNEC, le meilleur apprenti, d'un concours de barbeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal que les élus de la Chambre qui m'accompagnent soient présents à ses côtés pour l'accompagner dans la poursuite de son activité, tout en sachant qu'il passe des moments un peu difficiles avec le Covid. Donc nous sommes venus le rencontrer pour le soutenir et pour l'accompagner. Il faut dire qu'avec le corona, c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi quand même à m'en sortir et on est au combat. Le Nord Grande Terre est souvent délaissé et qu'aujourd'hui, ces jeunes se sont engagés fortement à monter un salon de coiffure. Donc j'incite aussi les communes à jouer le jeu avec ces jeunes, à monter des structures pour vraiment développer cette zone qui est aussi une très belle commune, calme, posée. Et donc félicitations à ces jeunes. J'ai choisi Anse-Bertrand directement parce que c'est ici que j'ai vécu et je connais pratiquement la plupart des personnes qui sont à Anse-Bertrand. Je suis leur coiffeur depuis longtemps et j'ai décidé d'agrandir et d'ouvrir un salon bien propre, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'ils accompagnent les jeunes et qu'ils nous proposent des aides. Parce que c'est pas tout le monde qui est au courant, ils font leur travail et
ça se passe super bien, c'est super. Ces jeunes nous prouvent que malgré la crise, ils ont l'envie d'entreprendre. Et on a vu qu'ils ont investi de leurs fonds propres. Et ce que nous pouvons dire qu'il faut les encourager. C'est pour ça que la Chambre est aujourd'hui là avec eux. Je suis passé par là, j'ai été apprenti, je sais ce que c'est. C'est pas facile. Et j'hésiterai pas à prendre un jeune qui veut devenir coiffeur. Et on va travailler ensemble. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre les choses en main et démarrer, quoi. Il faut démarrer. C'est vrai qu'il y a des aides qui peuvent vous aider, la Chambre peut vous aider et il faut se rapprocher d'eux pour pouvoir se lancer. En septembre 2017, l'ouragan Irma a littéralement ravagé Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec 95% du bâti détruit. Les habitants de ces deux îles ont vécu un véritable enfer pendant et après le passage du cyclone, une période sombre pendant laquelle les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant, à la fois positif et négatif. Plongés dans un flot d'informations incessantes, les Saint-Martinois ont dû apprendre à tirer le faux du vrai et trouver les informations utiles comme les points d'eau. Internet, c'est super, mais on y trouve du bon comme du mauvais, et il y avait beaucoup de fake news à ce moment donné. Un constat dressé par la journaliste Bénédicte Jourdier qui a réalisé le documentaire Irma 2.0 qu'elle a présenté hier soir à la salle Robert Loison au Maule. Il y avait des milliards d'infos qui arrivaient, mais pas celles qui étaient utiles en fait. Et ça, c'est vraiment bizarre. Irma 2.0, c'est un film qui questionne notre rapport aux réseaux sociaux, nos comportements sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai voulu faire avec ce film, c'est montrer l'usage qui en est fait, qu'on en fait, puisqu'on a tous un téléphone en main. Mais ce qui est intéressant là, c'est en temps de crise, puisqu'on sait qu'en temps de crise en Guadeloupe, notamment les crises cycloniques, on connaît tous les ans, c'est de savoir quelle est l'information qui doit être prioritaire, et c'est l'information qui amène des services vitaux, donc savoir où sont les points de distribution de l'eau, les points alimentaires. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire ce film. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il a encore énormément d'intérêt, puisque ça prend une place énorme dans nos vies. Ça a des conséquences parfois positives et parfois négatives. Donc la question, c'est comment on l'utilise et quelle est la responsabilité des plateformes, la responsabilité de l'utilisateur pour une bonne communication, pour une information fiable en fait. Le gouvernement n'est pas toujours satisfait de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et M. Macron a fait dans ses vœux un petit rappel à l'ordre en disant que peut-être il faudrait légiférer sur les réseaux sociaux. C'était intéressant à ce sujet-là d'en parler, d'en débattre. Je dirais juste de se sentir déjà responsable de ce que l'on fait, de savoir que ça a des conséquences dans la mesure où on n'envoie pas ça seulement à des proches. Si la publication elle est publique, il faut en être conscient. Et si on en est conscient, déjà, on va se responsabiliser davantage. Après, j'aurais rien à dire de supplémentaire puisqu'on est libre de faire ce qu'on veut avec cet outil. Mais il faut vraiment être conscient du réseau public que ça représente derrière, puisque l'outil, c'est en effet un outil de captation, le téléphone, et l'outil de diffusion ensuite qui peut, comme on le voit dans le cas d'Irma, des vidéos peuvent partir et voyager dans le monde entier. Donc il y a cette responsabilité-là qu'on doit se rappeler, nous, en tant qu'utilisateurs. Et la personne qui regarde, elle doit être vigilante dans ce qu'elle reçoit, dans ce qu'elle lit, encore plus quand il y a de l'émotion forte, en fait. Et le mieux, c'est de vérifier de lire des publications qui proviennent de sources différentes. Et là, on peut s'assurer d'avoir une information fiable normalement. Ça dépend du choix qu'on fait, des sites qu'on choisit, des journaux, etc. Ça dépend de ça. Voilà, chers téléspectateurs. Ah non, point du tout. On va parler maintenant de ce qui se passe à Grand-Bois, puisque les enfants se sont plongés dans le monde fascinant des abeilles, entre observation d'une ruche vitrée et dégustation de très bon miel. Une manière de susciter des vocations dans l'apiculture, puisque cette filière est quand même une grosse filière d'avenir. Notez que nous produisons 150 tonnes de miel et nous en consommons 300 tonnes. Donc je vous laisse faire le calcul, le reportage.
On vient faire cet après-midi à Grand-Bois une petite démonstration de l'intérêt de l'apiculture et des abeilles dans le milieu de la Guadeloupe. Donc on a amené une ruche vitrée, on a amené différents miels à goûter, bref, de quoi faire découvrir ce monde fascinant des abeilles aux enfants. Et en principe, ils sont captivés parce qu'ils se rendent compte de l'importance écologique des abeilles. Ils sont aussi amoureux du miel et du goût sucré. Et puis cet après-midi, on a amené une ruche vitrée où ils verront les ouvrières et la reine. Alors en Guadeloupe, on compte à peu près 200 apiculteurs, 5500 ruches, mais le Guadeloupéen est plutôt gourmand. Et en fait, on produit à peu près 100-150 tonnes de miel par an, en fonction des années climatiques, mais on en consomme quand même 300 tonnes. Donc il y a de l'importation, mais il y a aussi un potentiel de développement de la filière. Et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à passer dans les centres de loisirs, dans les écoles, pour promouvoir ce métier qui est à la fois intéressant par rapport à la nature et aussi intéressant par rapport à la production de miel. Alors j'ai une quarantaine d'enfants. Je leur propose tout ce qui est autour du naturel, donc l'apiculture. Demain ce sera Beaucantabre et ce sera sur un thème de manger sainement, manger pour être en santé. D'accord ? Ils vont avoir aussi des défis, des jeux, des activités XL. Ils vont devoir créer des jeux, créer de leurs mains. Beaucoup de sorties en plein air, beaucoup de connaissances de la nature. Ils vont avoir la possibilité de planter au moins une aromate et repartir avec. Voilà, c'est prendre plaisir avec les choses simples et surtout les faire soi-même, pour comprendre que même si on est un enfant, on a sa petite importance aussi pour le commun, quoi. Il y a l'apiculteur qui est venu, il nous a parlé des abeilles, il nous a parlé du miel, il nous a montré les quadrillages de la ruche. En fait, il nous a parlé aussi de comment on pouvait se protéger des abeilles. Il nous a parlé il nous a montré aussi, il nous a dit qu'il fallait une tenue pour inspecter les abeilles. Il nous a montré un appareil là pour calmer les abeilles. Oui, j'ai beaucoup aimé ma journée parce qu'on a appris une chose nouvelle que je ne connaissais pas avant, donc je suis content. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et l'appareil en question, justement, pour un peu chasser les abeilles, pour éviter qu'elles ne vous piquent, en fait, c'est de la fumée, puisque quand elles voient de la fumée, elles pensent qu'il y a un problème, dont peut-être un incendie, et qu'elles vont en fait puiser le miel, donc elles vont se remplir de miel, et à partir de là, en fait, elles ne peuvent pas vous attaquer, tout simplement. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Marie-Hélène Borès. Oui, je vais très bien Marie-Hélène, et toi? Bisous en tout cas. Bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Jimmy, bonsoir à Teddy Bamberg, à Alain Jean et bonsoir à Gabriel Zamy. Merci à vous tous qui nous suivez régulièrement sur les réseaux, mais aussi sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve tout de suite après la coupure pub.